dirais pas complémentaires, mais qui allaient chacune faire une très large ouverture sur des questions éthiques, sur des questions philosophiques et puis sur des questions technologiques. Moi-même, en réfléchissant sur ça, je me dis l'entreprise du futur, on me dit c'est quoi l'entreprise du passé? Et je me suis rappelé un cours que j'ai fait sur l'histoire de l'entreprise et pris de manière un peu caricaturale, l'entreprise du 19e siècle, c'était un peu le chemin de fer qui avait introduit l'organisation, la répartition du travail, le col blanc, col bleu, et puis le besoin de communiquer, et puis de s'organiser un peu comme une hiérarchie militaire, des choses comme ça. L'entreprise du XXe siècle, c'est un peu fort de taylorisme, répartition du travail, augmentation de la production, optimisation de la production. Alors, l'organisation, l'entreprise du XXIe siècle, ben, c'est Amazon, Google, Facebook, c'est-à-dire une vision nouvelle où le business model de l'entreprise lui-même, il change. Ce n'est pas ses capacités de production qui changent, mais c'est l'entreprise elle-même, sa manière de produire qui change. Donc je pense que cet aspect-là n'a pas été trop abordé dans votre présentation, c'est-à-dire quelle est l'organisation d'une entreprise et ses formes de vie ou de survie. Parce que l'entreprise, quand même, avant la société, hein, sur reste une entreprise, elle est là pour faire du business, et donc pour gagner de l'argent, donc elle a une activité qui supporte des coûts, qui doit produire un bénéfice, et que ça avec Amazon, Google, Facebook, les GAFA, ça a complètement changé. La data est devenue au cœur, le changement, l'agilité, l'utilisation de nouvelles technologies est devenu essentiel. Alors comment vous percevez-vous à l'ombre de ce que vous avez raconté? Disons, si je reprends la logique de la surveillance, hein, justement, vous voyez que dans la logique ancienne, c'est le fait d'avoir l'information qui donnait du pouvoir, hein, qui permettait de gagner plus d'argent. Et c'est vrai que le savoir-faire hein, est extrêmement important, on le cache, on ne le dissémine pas, etc. Et aujourd'hui, justement, c'est une logique inversée. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'avoir l'information, hein, parce que tout le monde a l'information d'une certaine façon, mais c'est être vu qui va donner le pouvoir, c'est attirer l'attention. Et on est dans des économies de l'attention. C'est-à-dire que Google, c'est ça qui est étonnant, hein, ils ne vendent pas leurs services, en réalité. Hein, le vrai service, c'est le moteur de recherche. Mais ils arrivent à gagner pas mal d'argent. Et ils arrivent à gagner pas mal d'argent sur quoi? Eh bien, sur le simple fait qu'il y a énormément de regards sur eux. Et donc ça, ensuite, ça se capitalise, ça se modèle, parce que ça va leur permettre de faire de la publicité ciblée, ça va leur permettre tout un tas de produits dérivés hein, qui vont être associés à cela, et ensuite ça va leur permettre d'avoir des données qui vont pouvoir exploiter hein, de façon systématique. Et donc je crois que c'est cette caractéristique, c'est très étrange, hein, parce que hein, on était dans des sociétés où c'était le travail qui donnait le salaire, hein, d'une certaine façon, où on est dans des sociétés complètement... Et ça veut dire aussi que les logiques entrepreneuriales sont extrêmement différentes. Hein, et justement, enfin, je pense que ce que rappelait au début Daniel sur les logiques de la longue traîne, enfin toute la question sur la longue traîne, hein, on a bien cru pendant un temps hein, que et là bon, on est plutôt dans des logiques où au contraire, hein, c'est-à-dire que c'est celui qui l'emporte, hein, il gagne tout le marché, hein, parce qu'il est dominant, et plus il est puissant, plus bien sûr il a de capacités, hein, et donc ce sont je crois des logiques économiques qui sont complètement différentes, hein. Et on le voit d'ailleurs même sur, on parlait des petites startups, hein, mais bien sûr ce qui intéresse une startup c'est aujourd'hui d'être acheté, parce que c'est pas le salaire que les gens vont gagner qui va être important, hein, c'est le fait qu'ils vont pouvoir au moment du rachat faire un jackpot. Voilà, faire un jackpot, hein, et ils peuvent le faire plusieurs fois en plus. Hein, donc ce sont, je crois, des logiques entrepreneuriales complètement différentes, et en tout cas qui ne sont pas tellement centrées sur la production, hein, puisqu'il y a automatisation de la production, hein, mais qui sont sur des stratégies quand même qui sont de ce point de vue-là extrêmement complexes à mettre en œuvre. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu, donc mais en tout cas... je pense qu'il faut qu'on fasse attention, parce qu'on a aussi tendance à être hypnotisé par le modèle des plateformes. Comme si toutes les entreprises allaient devenir des plateformes, ce qui n'est évidemment pas le cas, parce que sujet par sujet, il y a de la place pour peu de plateformes. Parce que, évidemment, leur puissance tient à leur capacité d'agréger les flux.
Et donc, entre les plateformes dont on parle ici, dont effectivement les modèles sont ce qu'on a décrit, et l'hôtel qui a été plateformisé, c'est-à-dire dont l'économie s'est mise à dépendre de Booking et d'Expedia, etc., et la start-up à vendre, et Renault qui est en train de se poser la question d'à quel point il va falloir qu'elle devienne une entreprise de service, puisque vraisemblablement, le véhicule électrique et encore plus le véhicule autonome n'est pas possédé, mais partagé, et dans des modèles économiques qui deviennent très complexes, dans lesquels évidemment les acteurs plateformes vont essayer de s'insérer, etc. On est en fait dans des choses différentes, dont on pourrait peut-être dire effectivement que la plateforme est le vecteur directeur, mais du coup, il faut quand même bien le regarder avec des grandes différences. Je prends un autre exemple sur la fameuse longue traîne. Je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, la longue traîne, pour celui qui produit un contenu, elle n'existe pas, parce qu'on reste dans une économie plutôt de blockbuster. Mais en fait, elle existe pour les distributeurs. C'est une théorie qui marche très bien pour les distributeurs, parce qu'en fait, je peux être un distributeur comme Amazon et vendre absolument tout, sans même l'avoir en stock. Donc effectivement, ça ne me coûte vraiment rien de distribuer. Donc si un jour j'en vends un, pour l'éditeur de bouquins de la longue traîne, au fond, ça ne change rien à son économie, donc il reste toujours aussi misérable. Mais 1 million de fois 1 pour Amazon, ça reste... Donc, on est... ce à quoi il faut faire très attention dans ce monde-là, c'est que c'est là où, moi, personnellement, je conteste pas mal le catopticon, au fond. En se laissant hypnotiser par la plateforme, et le petit nombre de ces plateformes, on se donne l'impression que tout le monde a un accès à l'information, alors que tout cela repose sur le contraire. C'est-à-dire sur le fait que tout le monde n'a pas du tout un accès à l'information utile, c'est-à-dire à la capacité de l'obtenir, de la traiter quand on en a besoin et d'en tirer du sens. Et que toute la discussion d'aujourd'hui sur les plateformes, comme la discussion sur les données personnelles, etc., est bien une discussion sur l'asymétrie, et l'apostrophe, et sur l'organisation délibérée de ces formes d'asymétrie, sur la légitimité ou pas de cette asymétrie, sur sa soutenabilité. Peut-être qu'on peut sous-veiller, mais pour le moment, je dirais, le rapport de force entre les uns et les autres, si on ne s'y colle pas. Alors je sais que dans la FIN, l'un des projets consistait justement à permettre aux gens de se servir de leurs données personnelles. Je peux vous dire que le chemin à faire du côté des entreprises, plateformes ou pas plateformes, pour qu'elles mettent à disposition des gens pour les données personnelles pour que les gens s'en servent, eh bien, il est escarpé. Que donc on est vraiment, vraiment loin aujourd'hui de cette dimension-là. Donc c'est à la fois un principe de mouvement super intéressant et dynamique, mais il faut quand même bien faire attention au fait qu'on est aujourd'hui dans... C'est justement un principe qui est au cœur des rapports de force. Mais enfin, je pense au contraire, si tu veux, que le catopticon prend tout à fait compte de ce phénomène. Et au fond, je suis très d'accord avec toi. Alors, ça peut être juste mais une c'est exception. justement, la dissymétrie, elle tient au fait que nos capacités cognitives sont très limitées. Et donc, chacun dans notre coin, on est infoutu d'utiliser. Mais on a accès à toute l'information. Et c'est ça qui est désarmant avec les grands groupes, parce qu'ils vous disent vous faites ce que vous voulez, bien sûr, mais eux ont la capacité, parce qu'ils ont les capacités de traitement, et puis ils ont accès à toute l'information. Alors nous, on peut pas l'avoir. Et justement, c'est là où je dis, ce qui importe, c'est qu'il y a, et je pense que je l'avais pas assez mis en évidence, même si je l'avais dit, et il faudrait que je mette là-dessus, c'est effectivement cette puissance des orins à l'intérieur de ce catopticon qui, eux, traitent l'information et qui font que c'est eux qui vont nous attirer parce qu'on a besoin nécessairement d'eux parce que, et bien sûr, chacun, ces données, il peut rien en faire parce qu'il faudrait les mettre en relation avec toutes les autres données. Même s'il récupère les autres données, il n'aura pas la puissance de traitement de ces choses-là. Il faut comprendre à la fois qu'il y a des mécanismes d'intelligence artificielle qui sont extrêmement puissants. Les grands groupes, ils nous disent, on vous donne tous les logiciels. Effectivement, les logiciels ne sont pas nouveaux. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on peut penser, le deep learning, ce sont des principes très anciens. C'est pas ça. Simplement, pour les mettre en œuvre, il y a une ingénierie qui est extrêmement délicate.
parce que il faut faire des expériences. C'est extrêmement coûteux parce qu'il faut beaucoup d'ingénieurs, de gens qui coûtent très cher, qui sont talentueux, et donc ça se fait pas dans son garage. Et donc c'est pour ça que Elon Musk il vous dit tiens, OpenAI, vous prenez ce que vous voulez, parce que tout le monde peut prendre. En plus c'est bien, parce que si les gens prennent les logiciels, comme ils n'auront pas assez de taille mémoire sur leur ordinateur ou sur leur cloud, ils vont les mettre sur le cloud d'Elon Musk, et donc il va pouvoir récupérer les données. Donc tu vois, on a en fait effectivement une asymétrie, mais qui n'est pas liée justement à des relations de pouvoir classiques. C'est beaucoup plus compliqué, et ce qui explique aussi d'ailleurs à la fois la puissance de ces plateformes et en même temps leur fragilité. Alors c'est vrai que ça tu citais Booking, c'est typique, mais bien sûr la tentation qu'ont aujourd'hui ces grandes plateformes d'introduire des agents conversationnels, elle va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils se disent, on va être sur les segments terminaux de l'ensemble de toutes les chaînes de valeur. Est-ce que ça va se faire comme ça? Moi, j'y crois pas, parce que je pense que, justement, c'est extrêmement difficile. Ça, tu vois, on pourrait ensuite discuter là-dessus. Après, il y a des modèles idéaux qui peuvent pas se réaliser de ce point de vue-là. Et heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, ce serait toute l'économie qui serait complètement... sinon, que ces plateformes domineraient complètement toute l'économie. Je pense que ça va être un peu plus compliqué que ça. Je pense aussi, Et peut-être une question, un commentaire de la salle sur ce début de débat. Moi j'ai bien une question. Pour Jean-Gabriel Ganassia, j'en profite qu'il soit là, parce que je me suis, dans mes travaux de thèse, je me suis un peu intéressé à l'intelligence artificielle. Je fais un peu l'inverse. Je crois que vous êtes un informaticien qui a fait... Enfin, vous avez une formation d'informaticien, vous êtes intéressé à la philosophie. Et moi j'ai fait une formation de sociologue et je me suis un peu intéressé à l'intelligence artificielle. Je trouve déjà que les présentations étaient très belles, les deux présentations étaient très belles et en fait se complétaient très bien pour moi. Et je trouve que cette histoire du canopticon, elle est intéressante, et surtout avec cette notion d'aurain, parce qu'elle met bien en avant que dans la société 4.0, on pourrait l'appeler comme ça, le rôle des capacités de puissance de calcul sont très importantes. Et finalement, les technologies d'intelligence artificielle sont des systèmes qui sont là pour gérer la relation. Donc, ils sont un peu des outils de médiation qui permettent de gérer la relation. Alors, ce que je trouve... une des questions que je me suis posée dans le cadre de ma thèse, c'est que quand on regarde un peu les informaticiens d'aujourd'hui, enfin surtout les journalistes, on nous dit souvent que... donc on voit bien que les technologies de deep learning sont très à la mode. On comprend aussi d'un point de vue... du point de vue de l'intelligence organisationnelle, pourquoi? Parce qu'elles permettent l'adaptation, elles permettent aux organisations d'être plus flexibles, elles ont un peu ce modèle-là finalement, on parlait d'espèces de systémique, mais ces technologies, elles permettent un peu l'intégration de différentes valeurs, d'adapter comme ça, sans trop parfois qu'on comprenne comment. Je dis ça parce que je connais des personnes qui font ça dans le cadre du e-commerce. On ne sait pas trop les règles que fait, mais la machine, elle gère tout un dispositif de communication comme elle peut, elle apprend comme ça. Et donc ça, c'est des technologies qui ont été très à la mode, et la question que je me suis posée, pourtant, c'est quand on regarde l'histoire de l'intelligence artificielle, on voit bien que, on nous fait croire que finalement l'avenir est dans ces technologies-là, mais quand on écoute les spécialistes, on voit bien que c'est plutôt dans les architectures ce qu'on appelle hybrides, parce qu'il y a toute une histoire de l'intelligence symbolique, et donc de l'intelligence plus connexionniste qui renvoie aux technologies d'apprentissage. Et donc j'aimerais que je crois que vous avez travaillé par exemple sur les questions éthiques, qui sont justement, font plus en lien avec les technologies d'apprentissage symbolique, et j'aimerais que vous nous parliez un peu de ça, de l'intérêt de ces technologies pour réguler, peut-être un peu, pour instituer une nouvelle forme d'intelligence qui repose plus justement sur des modèles neurologiques, mais plus sciences sociales. Nous expliquer aussi quelle pourrait être l'importance, les enjeux des sciences sociales pour ça, mais aussi que vous nous expliquiez l'intérêt de ce type de technologie pour la société. Toujours en lien avec cette idée que ces technologies sont appliquées et permettent d'instituer des nouvelles relations. C'est possible. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a affaire avec les technologies d'apprentissage profond
à des outils qui s'adaptent, qui apprennent, qui tirent parti d'énormément de données de façon efficace. C'est qu'on est capable de mesurer sur des ensembles de données le taux d'erreur. Donc pour imiter la reconnaissance des visages, ça c'est formidable, ça fait mieux que les hommes. C'est quand même impressionnant. FaceNet de Google, il apprend avec 200 millions de photos, entre 8 millions d'identités différentes, et il reconnaît avec 99,63% de taux de... C'est impressionnant quand même, parce que nous, on reconnaît entre 300 et 400 personnes, entre 8 millions, enfin, ça défie... Donc de ce point de vue-là, c'est très puissant. Et puis on peut avoir plein d'autres exemples. Moi, l'an dernier, vous vous souvenez, il y a un système qui prenait des grains de beauté, et qui... Donc, on l'entraînait, on lui disait, voilà, tel grain de beauté, c'est un mélanome, tel autre, c'est mixte, tel autre, c'est bénin. Et à partir de ça, il est capable de faire le diagnostic mieux que 21 dermatologues. Donc, ça marche très très bien. Mais justement, c'est le coup d'œil. Et bon, pour la reconnaissance des visages, comme la reconnaissance des grains de beauté, les dermatologues, bon, ils en ont vu plein. Bon, le système, il en a vu 130 000. Alors, les dermatologues, bon, ils n'en ont pas vu 130 000 dans leur vie, parce qu'il n'y en a quand même pas tant que ça. Donc de ce point de vue-là, bien sûr, le système surpasse. Enfin, plus exactement, les gens, ils ont vu beaucoup de grains de beauté, mais les médanomes, heureusement, ils n'en ont pas vu 130 000 chacun, parce que c'est quand même rare. Enfin, donc, on a de ce fait des machines qui sont plus puissantes, mais qui, vous voyez, sont capables de reproduire des tâches automatiques sans explication. Or, à un moment donné, si on veut vraiment que la machine permette de prendre des décisions, aide l'homme à prendre des décisions, il faut qu'elle explique pourquoi. Sinon, on peut arriver à des catastrophes. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin, je cite souvent, de Cathy O'Neill, Weapon of Mass Destruction, qui est vraiment très très intéressant, parce qu'elle montre tous les effets que ça peut avoir, toutes les dérives qu'il peut y avoir vis-à-vis de ça, et le fait qu'il y a des indicateurs, par exemple, qui ne sont pas du tout ce qu'on souhaite. Par exemple, ils ont fait des systèmes qui essayent de prédire le risque d'accident de voiture, et ils se fondent sur le code postal. Donc ça marche assez bien. Mais bien sûr, c'est totalement discriminatoire, parce que c'est lié à des quartiers particuliers. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le futur? Je pense que l'intelligence artificielle apporte beaucoup, mais je crois que ce qu'on peut faire, c'est aider à mieux comprendre et à mieux argumenter à partir des propositions que fait la machine. Et je crois que c'est là où les aspects symboliques d'information, je pense, peuvent prendre une part extrêmement importante. Alors, si on regarde l'histoire de l'intelligence artificielle, il faut voir que les réseaux de neurones, c'est ancien, ensuite ça a été abandonné, ça a été repris, mais il y a aussi tout un tas d'autres courants symboliques, et aux États-Unis, il y a déjà pas mal de gens qui travaillent sur des systèmes qui sont capables d'expliquer, parce qu'on en a besoin. Je vais vous donner un exemple très simple, que vous allez tous comprendre. Dans la banque, les gens ont besoin de systèmes qui font un diagnostic, pour par exemple, sur un particulier, savoir si on lui prête ou on ne lui prête pas l'argent. Mais ensuite, ils ont besoin de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles on ne lui prête pas l'argent. Alors, ils peuvent avoir un système très fiable qui vous donne le score de 0,65, et dire c'est en dessous du score de 0,80, on prête. Et qu'est-ce que ça fait? Donc ensuite, on va dire à la personne, vous avez 0,65. Ils sont obligés d'expliquer. En plus, légalement, ils doivent expliquer. Est-ce qu'il est trop vieux? Est-ce qu'il n'a pas assez de revenus? Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et donc là, on va être obligé d'avoir ce type de choses. De même, sur les questions éthiques, la question, c'est pas tellement d'avoir une machine qui... qu'est-ce que ça veut dire une machine qui est éthique? C'est une vieille question. Mais la question, c'est plus de savoir est-ce qu'on peut argumenter avec une machine? Est-ce que la machine peut souligner des points que l'on n'aurait pas vus et qu'il faudrait prendre en considération? Et à l'inverse, est-ce que si elle nous force à expliciter nos arguments, elle ne nous aide pas à aller plus loin dans notre réflexion? Et c'est ce sur quoi on travaille avec des théories de l'argumentation, par exemple, où on essaie de mettre les liens entre les arguments, les contre-arguments, etc. Donc voilà un peu quelques pistes de travail pour le futur. Et justement, c'est parler des sciences sociales, bien sûr, c'est ça l'argumentation aussi. C'est une communauté de gens qui sont capables de déployer un certain nombre d'arguments et d'échanger entre eux, et pas seulement des relations frontales de pouvoir. Si je peux insister sur un point, en étant d'accord avec ce qu'il vient de se dire, mais
notamment dans un cercle qui est plutôt sciences humaines et sciences de gestion, c'est qu'en fait, il y a deux machines qui sont... Et il y en a une dont on parle beaucoup, qui est la machine technique, et il y en a une dont on ne parle pas, qui est la machine qui investit dans l'intelligence artificielle, la machine économique et décisionnelle. Et je pense qu'il y a des raisons, que là, il y a une raison de dissimulation très claire. C'est pour ça que j'insiste sur l'agenda. Cet agenda, ce n'est pas un agenda délibérément de substitution des humains. Les humains, c'est un agenda de substituabilité, qui ne veut pas dire la même chose. Par exemple, aujourd'hui, on ne substitue pas les humains au bout, dans les entrepôts d'Amazon, ceux qui font du voice speaking, parce qu'au fond, pour aller ramasser des trucs qui sont déposés un peu n'importe comment, qu'on les forme comme ça, etc. Des humains mal payés, c'est vachement mieux. Donc, mais l'idée, c'est bien que la question, c'est de pouvoir avoir un équivalent général, en gros en euros, on va dire, voilà, au nombre de colis, on ne va pas se payer un robot pour ça, ça ne sert à rien, c'est trop cher, il va falloir en plus avoir un technicien que lui, on va devoir bien payer, tout ça. Je pousse un peu, mais pas beaucoup en réalité. Je pense qu'il faut qu'on garde en tête le fait qu'il y a des machines dont on parle là, et il faut effectivement arriver à faire tout ce travail-là, et je suis aussi d'accord sur le fait que ça va bien au-delà du mot d'éthique qui est assez dangereux à manipuler sans y faire attention, mais que, voilà, quelles sont les machines au sens d'organisation, qui éventuellement deviennent complètement machiniques quand c'est des organisations autonomes distribuées comme ils sont créés aujourd'hui, ou comme ça pourrait devenir dans Accelerando. Mais je vous prends un exemple que tu citais sur le modèle idéal de l'agent conversationnel. Pourquoi est-ce que l'agent conversationnel, c'est un modèle idéal? Alors, il y a des raisons historiques, c'est qu'évidemment, Turing, tout ça, on se dit, bah ouais, si j'arrive à le faire, j'ai enfin passé ce putain de test pour de vrai, et donc, bon, c'est ok. Mais au-delà de ça, l'idée que l'entreprise rêve d'automatiser complètement sa relation client, pour quiconque a fait du marketing, est une idée assez bizarre quand même. Faut bien le dire. Non mais bon... Et qu'est-ce qui reste de la fidélité, par exemple, quand on a fait de la construction de loyauté? Il ne peut rien rester dès lors qu'il n'y a pas empathie, et l'empathie n'existe que dans des relations entre mammifères. Donc là, et je ne dis pas que c'est bien ou mal, hein, je dis qu'il y a visiblement aujourd'hui des questions qu'on ne se pose pas autour de ça, parce que justement, on accepte d'en rester aux questions posées aux machines physiques ou logicielles, et qu'on ne les pose pas aux machines organisationnelles, qui sont celles qui investissent, qui sont celles qui définissent dans une large partie l'agenda de mise en œuvre de choses qui pourraient aller dans telle ou telle direction. Et je pense que c'est vraiment un sujet important, qui est un sujet éthique un peu, qui est beaucoup un sujet politique au sens de rapport de force, pas au sens de dire ce qui est bien ou mal, justement, hein, pas confondu avec l'éthique, mais qui est probablement aussi un sujet économique, au sens en tout cas de savoir s'il y a des directions différentes, s'il y a des facteurs de différenciation possibles, si éventuellement le seul avenir possible est hyper capitalistique et hyper concentré autour du pouvoir d'un certain nombre de plateformes du fait des phénomènes que Jean-Gabriel a très justement décrits, ou si éventuellement ça peut se passer d'une autre manière, si on peut en tout cas l'essayer, etc. Donc voilà, c'est une question que je pense qu'il faut arriver à poser. De toute façon, la technologie arrive dans le monde réel, et même dans une certaine manière dans les labos, parce qu'il faut à un moment que quelqu'un dise « ouais, ça on va financer et ça non », ou si tu me décris ça de telle manière et sous tel langage on va le financer, et si tu me le décris sous tel autre, ça non, ça vous est arrivé à tous, ou ça nous est arrivé à tous. Donc il y a bien un système de sélection, de légitimation, etc. Donc il y a un agenda derrière la technologie. Ça ne veut pas dire que la technologie ne peut fonctionner que dans cette direction-là. Donc c'est complexe, mais et aujourd'hui, je pense que cet agenda, il est assez clair dans les entreprises, même s'il produit des effets, à nouveau, ces effets dans ces deux directions-là, c'est un peu complexe.
Moi, juste une question en fait. Je me présente peut-être, je m'appelle Moadassi. Je suis étudiant en fait en 2e année de doctorat et en même temps j'ai une casquette plus consultant en management système d'information. Je travaille en fait dans le domaine bancaire et je travaille tous les jours en fait sur la transformation digitale. Enfin, ce qu'on appelle en fait la transformation digitale. Parce que, pourquoi je dis ça? J'ai du mal finalement à définir ce que la transformation digitale. On parlait en fait de tout ça, si vous voulez. Ma question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de parler peut-être en fait plutôt d'un fantasme qui s'appelle la transformation digitale? Est-ce qu'on n'est pas en train de parler finalement de l'informatique comme on la connaît en fait depuis toujours? Enfin, l'ensemble des... c'est pas toutes les notions, mais c'est, j'ose dire, en fait, pas mal de notions dont vous avez parlé en fait tout à l'heure, notamment l'ouverture en fait d'une entreprise pour avoir une entreprise libérée avec une sous-traitance en fait de l'ensemble des services en prestations, etc. Ça, c'est un modèle en fait qu'on connaît depuis des années. Rien de nouveau en fait derrière. Et on a toujours une centralisation en fait de la connaissance de la gestion au sein de l'entreprise. Donc, vous avez parlé par exemple de l'API. L'API finalement, c'est un exemple en fait qui existe depuis toujours. C'est pas une nouveauté. Je vois mal comment on peut appeler ça en fait une transformation digitale ou une nouveauté, alors que ce sont des notions en fait informatiques qui existaient depuis 30 ans. Alors j'ai 30 ans. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que vous avez raison et pas raison à la fois. C'est-à-dire que plein de choses, y compris l'IA, comme le disait Jean-Gabriel, beaucoup de phénomènes et même de techniques sont assez anciens ou anciennes. De ce point de vue-là, il n'y a pas de doute, c'est une réalité, l'externalisation, effectivement, on va parler, ou même l'interconnexion des entreprises, le just-in-time, ça n'a pas 40 ans comme concept. Après, quand même, poser la question aujourd'hui à ces entreprises-là sur qui sont leurs concurrents, qui est en train de leur bouffer leur marge, quels sont leurs risques vitaux et d'où ils viennent, etc. Ou regarder tout simplement les marchés financiers dans lesquels ça bouge, et notamment les valorisations aux États-Unis, qui sont les valorisations aujourd'hui, etc. Les pouvoirs de marché ont considérablement bougé, les rythmes de transformation des marchés ont bougé, les facteurs qui font que vos clients vont vous confier ou pas des affaires ont bougé, les rythmes ont bougé, et donc l'une des raisons aussi peut-être pour lesquelles vous avez l'impression que ça ne bouge pas, c'est parce que les banques essayent de faire en sorte que ça bouge le plus lentement possible, ce que je vois sur un certain nombre de sujets pour bien connaître les banques. Mais en même temps, elles sont face à des questions sur des disparitions d'un certain nombre d'activités, ou en tout cas des mises en concurrence très fortes sur un certain nombre d'activités productrices de marge auxquelles elles n'avaient pas trop l'habitude. Vous avez l'impression que ça ne bouge pas, parce que si vous avez 30 ans... Ça bouge, mais ça bouge comme ça bougeait avant. C'est ça ce que je veux dire. C'est que vous êtes né avec le web, pratiquement. Ah oui, c'est ça, si vous avez 30 ans, 88, c'est 89. Et donc, effectivement, vous avez vécu avec le... Mais sinon, effectivement, l'informatique, ça existait avant. Ce qu'on appelle le numérique, c'est le fait que c'est dans la société. Et effectivement, c'est quelque chose qui va naître à partir des années 2000. La société, est complètement pénétrée. Si vous êtes d'accord... Le monde avec Airbnb, il est quand même sérieusement différent. Il y a plein de choses. Justement, c'est ça qui est bizarre. C'est que c'est un monde qui, d'extérieur, a l'air la même chose. On regarde un film, il n'y a pas tant de différence. Enfin, moi, j'avais une théorie là-dessus, selon laquelle la forme extérieure des objets se transforme avec la technologie jusque dans les années 70. Et après, si vous regardez les voitures, c'est pas la même chose en 1880, si tant est qu'il y a des voitures, en 1900, 1920, en 1940, etc. Même les maisons, elles changent, les immeubles. Puis à un moment donné, ça se fiche. Pourquoi ça se fiche? Ça se fiche parce qu'il y a des transformations majeures, mais ce sont des transformations invisibles. C'est l'intelligence ajoutée aux objets. Et une voiture d'aujourd'hui et une voiture il y a 30 ans, ça n'a rien à voir. Et pourtant, l'extérieur, il n'y a pas de différence. Et pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que vous ne rentrez plus dans le moteur, vous ne la réparez plus, et puis elle ne tombe plus en panne. En fait, elle est avant, en hiver, il fallait voir ce que c'était, quand même. Mais à nouveau, ce qui est important, c'est
en même temps de reconnaître, et là, de ce point de vue-là, vous avez raison, et c'est bien de le reconnaître en étant né avec le web, justement, c'est que, par contre, ces choses-là ne sont pas nées d'hier. Aucune des techniques dont on parle, peu des concepts dont on parle, etc. Simplement, on est à un moment où un certain nombre de choses engagées depuis des décennies, avec des cycles différents, sont en train quand même de changer pas mal d'éléments sur les règles de fonctionnement du marché, sur les termes de référence même, des marchés ou des organisations. Le mot des marchés aussi découpés que ce que je vous décris là, ils fonctionnent très différemment et ils posent la question aux entreprises, en l'occurrence aux banques, qui sont petit à petit quand même en train de venir à des réductions d'effectifs absolument massives, des réductions de leur présence physique absolument massives, des interrogations sur les métiers dans lesquels ils sont ou pas, des interrogations sur la séparation ou sur des formes de spécialisation dans les métiers en disant on ne pourra plus toutes rester des banques avec un gros front office et des clients particuliers, etc. La disparition de la monnaie fiduciaire aussi. Mais en effet, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que voilà, on peut le lier à des tendances qui sont longues, mais qui sont des tendances de changement, qui ne sont pas des tendances de stabilité. On retrouve avec les technologies de l'information les mêmes processus qu'on avait trouvé avec des technologies qui se rapportaient au monde physique, entre l'innovation, la capacité à imaginer et à mettre en forme le téflon et le moment où ça va dans les foyers français. Il y a 30 ou 40 ans qui s'écoulent. Donc il y a toujours une maturation des technologies pour qu'elles s'incorporent dans les pratiques de la société. Et effectivement, ce qui semble percoler aujourd'hui, c'est ces recombinaisons, ces capacités à adopter, à faire parler ensemble l'ensemble des technologies, avec effectivement des puissances de calcul à des coûts invraisemblables et qui vont permettre de traiter de plus en plus et de combiner de plus en plus d'éléments. Mais c'est vrai que c'est plus lent que ce que beaucoup de gens imaginent, hein, et il y a des phénomènes d'accélération à certains moments. Mais ouais, c'est ça. Ici, par exemple, à Télécom, il y avait, je me souviens de quelqu'un qui travaillait sur l'ordinateur au stylo, hein, et c'est quelqu'un qui pensait que les tablettes c'était formidable. Bon, elle a travaillé toute sa vie là-dessus, et bien sûr ça n'a jamais marché. Bon, et Apple avait mis en place le Newton, hein, et le Newton ça n'a pas marché, hein, et donc ça a mis très longtemps. Aujourd'hui on a tous des tablettes, hein, et les premiers livres électroniques c'était la même chose. Les gens ils étaient enthousiastes, ils pensaient que ça allait détruire le livre, enfin, et en même temps leur truc était absolument irréaliste, enfin ça marchait pas. Et aujourd'hui, bon, tout le monde peut avoir des liseuses, mais justement, on utilise ça concurremment. Mon livre, c'est très compliqué, ces évolutions technologiques. Hein. C'est chaotique, ça ne va pas du tout dans le sens que l'on imagine. Et en même temps, sur le long terme, c'est vrai que ça a complètement changé la société. Hein. Parce que voilà, ce qui change, c'est pas le visible, c'est l'invisible. Ce qui change, c'est la réputation. Avant, la réputation, c'était local. Aujourd'hui, la réputation, c'est entre autres des algorithmes. Hein. Ce qui change, c'est l'amitié, hein, sur les réseaux. Enfin, c'est ce genre de choses. Ça change quand même drôlement. Hein, c'est la confiance avec des monnaies comme le Bitcoin. Hein. On parlait de la blockchain tout à l'heure. Hein. Tout ça change beaucoup. Mais justement, c'est assez conceptuel, hein, comme changement. Et puis, à nouveau, vous pourrez regarder, les deux dynamiques sont vraies, hein, mais on pourrait au moins autant démontrer que les changements business sont amenés par des changements technologiques que le contraire. C'est-à-dire que quelque part, à nouveau, si on considère que l'agenda des entreprises est depuis très longtemps de s'interconnecter, de brouiller les frontières, de rendre à peu près tous les facteurs de production équivalents et donc substituables, de scinder les chaînes de valeur en atomes de plus en plus petits, etc. Mais on va produire petit à petit les technologies qui permettent de le faire et qui rendent à leur tour, comme le disait tout à l'heure Jean-Gabriel, en disant lié à les big data, on en a besoin parce qu'on a des bases de data. Mais on aurait pu avoir un agenda où on n'avait pas de masse de data, évidemment. Mais par contre, pour faire ce que je viens de décrire, on est obligé, évidemment, de transformer le plus
grand nombre possible d'événements, de tâches, de morceaux d'entreprise, etc., en producteurs et consommateurs de données, d'indicateurs, par des interfaces normalisées, donc programmables. Et donc, on produit ces masses de data, et effectivement, à partir de ce moment-là, si on a ces masses de data et qu'on ne peut rien en faire, c'est un problème, et donc on va commencer à produire, à redécouvrir, en fait, et à améliorer considérablement des technologies, en effet, relativement anciennes, que ce soit du côté de l'apprentissage machine ou de l'analyse de données, mais qui, moi j'avais pris, je me souviens des bouquins de Michel Vol sur l'analyse des données, et si j'ai bien compris, on le sait le faire en parallèle, tout de suite, etc., mais on est dans des principes de ce type-là. On va chercher des corrélations ou des indications de causalité entre des trucs qui, a priori, appartiennent à des univers très différents, puis on va voir ce que ça donne, et puis ensuite, on va essayer d'interpréter, et éventuellement, on peut être aidé pour interpréter, etc. Et donc, ça veut dire qu'on a été redécouvrir des choses qui avaient été pendant un certain temps abandonnées parce qu'effectivement, on n'avait au fond pas de raison majeure de les faire progresser à toute vitesse, et puis là on avait une raison, et donc on était même chose probablement sur le machine learning, dont effectivement les principes existent depuis longtemps, mais on n'avait pas les raisons, et puis on n'avait pas les masses de données pour le faire. On avait les raisons